Ah, on n'est pas bien là, à se la couler douce en mer, pendant que nos potes enchaînent 8 heures de marche en plein cagnard dans les montagnes corses. On part à peine de Calvi et 2 Canadaires viennent récupérer de l'eau juste à côté de nous. Bon, on espère qu'ils sont pas là parce que le reste de l'équipe a mis le feu au maquis. En tout cas, vu la chaleur qu'il fait, on n'est pas surpris de les voir s'entraîner. Le premier mouillage de notre route vers le sud est au Nikaretu, un petit endroit sauvage et tranquille comme on les aime. Pourtant, cette fois-ci, la nuit ne va pas être de tout repos. À 3h du matin, alors qu'on dort tous dans Lord Jim, le vent nous frappe en quelques secondes. Il rugit par-dessus le silence de la nuit. L'alarme de dérive se met à sonner. Je réveille Jean qui bondit hors de sa cabine. Après un coup d'œil sur l'ordinateur de bord, il lâche « On a bougé de 50 mètres ». Il surveille, et nous on se rallonge mais sans fermer l'œil. L'alarme qui nous indique qu'on est en train de dériver se remet sans cesse à sonner. Lord Jim tangue sérieusement. Dehors, vent et lumière déchirent le ciel. À la radio, c'est un Mayday qui brise le silence. Un navire en détresse pris dans le même orage que nous. Jean sort vérifier la chaîne. Au bout de celle-ci, notre sort est ancré dans le sable. Quand il est venu chercher sa veste de car et qu'il est sorti sur le pont, équipé et tout, là je me suis dit ok, là ça rigole plus. Je le voyais passer de sa frontale rouge et tout, je me disais putain, il y a moyen qu'on doive sortir bientôt et que là ça soit un peu plus la merde. J'ai l'impression d'être dans un livre, dans un roman d'aventure où il fallait gérer une crise, enfin c'était un petit peu surréaliste. La tempête est passée, on n'a pas eu de dégâts et après on est sorti, j'étais sur le pont avec Jean pendant un moment au milieu de la nuit, là, il me racontait que la dernière fois qu'il avait sorti sa veste de car, je crois que c'était pendant la traversée de l'Atlantique, ou en tout cas que pendant cette traversée de l'Atlantique il avait sorti qu'une fois, donc tu vois je me dis c'était quand même une tempête un peu sérieuse quoi. Heureusement, l'ancre a tenu le coup et on reprend la mer vers la prochaine destination, la réserve de Scandola. La réserve de Scandola, c'est une réserve naturelle qui a été fondée en 1975. Elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle avait un autre diplôme, c'est le diplôme européen espace protégé. En 2019, elle a perdu ce diplôme parce qu'en fait, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que les scientifiques alertaient sur la situation de la surfréquentation dans la réserve. C'est dommage pour un si beau lieu de ne pas réussir à gérer convenablement la fréquentation. Et cette fréquentation porte atteinte à la biodiversité. Une espèce emblématique du lieu, le balbuzard pêcheur, en fait particulièrement les frais. Pour mieux comprendre la complexité de la situation, nous sommes allés à la rencontre d'un expert. Eh bien, le balbuzard, c'est un aigle pêcheur qui se nourrit presque exclusivement de poissons marins. Il n'existe que 2 populations survivantes en Méditerranée, celle de Corse et celle des Baléares. Lorsque la réserve naturelle de Scandola et le parc naturel de Corse ont été créés, le balbuzard était pratiquement éteint en Corse. Cette population s'est développée, a grandi régulièrement au cours des décennies et on peut considérer que c'est un des succès du parc naturel régional de Corse et de la réserve naturelle de Scandola. La population a cessé de se développer, a cessé de grandir. Il y a des problèmes de reproduction. On peut dire que si la situation actuelle, par malheur, persistait, eh bien, dans quelques dizaines d'années, il y aurait extinction de nouveau, donc, de la population de Corse. Parmi les causes, celle qui semble le plus fortement soutenue par les études scientifiques, c'est la surfréquentation. Le fait que les individus sont dérangés dans les nids par le bruit des bateaux
des haut-parleurs. Les adultes sont amenés à aller beaucoup plus loin pour trouver de la nourriture. Sur une journée, un adulte ramène beaucoup moins de poissons. Les études des plumes des poussins ont montré la présence d'hormones de stress. Ça fait très longtemps que le conseil scientifique tire la sonnette d'alarme sur la surfréquentation, le fait que la fréquentation a cru de façon absolument incroyable. Il n'y avait presque personne dans la réserve il y a 50 ans et nous avons vu cette fréquentation croître et devenir insupportable. On parle de surfréquentation non pas lorsque l'on a dépassé un chiffre qui serait magique, on parle de surfréquentation quand il y a un effet sur les hommes comme sur la faune sauvage. Donc à partir du moment où il y a dérangement des animaux et où on observe une réaction de ces animaux, par exemple l'envol des adultes, on observe des hormones de stress dans les plumes, où l'on observe un échec de la reproduction, eh bien, ça veut dire qu'il y a surfréquentation. Je pense que des mesures peuvent et même doivent être mises en place, instaurer un numerus clausus, une limitation de la fréquentation, soit en nombre, soit au cours du temps. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où les nids sont occupés, qui sont évidemment beaucoup plus sensibles pour les balbuzards que les périodes où les nids ne sont pas occupés. Les différents acteurs de l'économie régionale ont un rôle à jouer, ont une place importante et par conséquent, il est normal que l'on en tienne compte. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'une activité touristique n'est pas forcément durable. On peut tuer la poule aux œufs d'or. Il y a des solutions qui concilient d'ailleurs tous les intérêts, de limiter la fréquentation, tout au moins à certaines périodes, demander de ne pas nourrir les poissons, ce qui parfois a été observé, le fait de ne pas déranger les oiseaux, par exemple en adoptant des casques et des écouteurs pour les touristes, en évitant donc de hurler dans des haut-parleurs sous les nids, le fait de limiter la vitesse qui ne dérange pas seulement les oiseaux, qui dérange aussi la vie marine, les poissons. Il y a des quantités de solutions qui ne sont pas très coûteuses, qui sont efficaces et qui nécessitent simplement de la bonne volonté. Il faut concilier une activité durable avec une protection réelle et efficace de l'environnement et ne pas considérer que l'un prime sur l'autre. Ce soir, on va mouiller devant le village de Girolat, un village atypique tout près de la réserve de Scandolo. Qu'est-ce que t'as dit, Maëlle? Parce qu'il paraît, j'ai été conçue dans cette tour là. À l'époque, tu pouvais y aller comme tu voulais, mais je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. C'est une vraie légende, ça. Girolat, c'est un petit village qui est accessible que par la mer. Il y a un chemin qui est praticable. Il y a un chemin qui est praticable en quad pour les locaux. Du coup, à l'année, il n'y a pas énormément de monde, mais l'été, il est complètement pris d'assaut. On passe toute la journée à arpenter le village en quête d'interviews avec les locaux. Mais c'est plus compliqué que prévu car même le dimanche, ils travaillent ou alors ils font la sieste. Mais on ne baisse pas les bras et la recherche finit par porter ses fruits. On va enfin pouvoir en apprendre plus sur la situation du village. Alors moi c'est Pierre, je suis le responsable du port. Pourquoi il y a une chaussette sous ton quad? Il
Il y a à peu près entre 20 et 30 personnes qui séjournent, qui vivent là toute l'année. Après, la population pendant 6 mois correspond à peu près à 80-100 personnes. Et après, on peut être monté à 150 quand on compte les gens qui viennent uniquement ici, qui ont des maisons de famille en plein été, quoi. Par rapport à ce que je vois, au maximum dans les grands jours du mois d'août, il y aurait à peu près 2000 personnes qui peuvent visiter le site. Je ne saurais pas m'avancer sur un nombre exact sur toute une saison, mais on dépasserait facilement les 100 000 personnes. Il y a 22 ans, il devait y avoir à tout casser une dizaine de gros bateaux qui venaient par jour. Et là maintenant, il peut y avoir 90 rotations par jour de comptabiliser au ponton de la capitainerie de Tirelat. Maintenant, c'est les petits Zodiacs qui viennent avec 12 personnes à bord, qui viennent 4 fois par jour. Donc c'est plus du tout pareil. Et les gens restent... Un quart d'heure. C'est très court et moi je pense qu'à tous les niveaux c'est une catastrophe. Je pense que c'est très bien pour tous ces jeunes qui ont des boulots, mais par contre pour l'écologie et même pour nous ici, malgré tout, les gens qui restent un quart d'heure, c'est des gens qui restent un quart d'heure. Mais c'est surtout écologique, rien qu'à la pointe, là-bas où on se baigne tout le temps, il n'y a plus rien. Les fonds, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'anémones, il n'y a plus d'oursins, il n'y a plus grand-chose, quoi. Les couleurs sont très ternes maintenant. C'est triste, hein. On se rend compte finalement que les bateaux qui ont 50-100 places, en fait, c'est beaucoup moins polluant que ces petits bateaux qui dépensent des sommes astronomiques d'essence par jour. Enfin, je veux dire, puis qui font un bruit. Quand tu vas sous l'eau là dans la baie de Tirelat, tu entends le bruit des bateaux, c'est incessant. C'est-à-dire que du matin au soir, maintenant ça commence à 8h30, ça finit à 21h, tu vois. J'aurais tendance à dire non, puisque quand il y a du monde, je suis dans mon boulot. Le monde fait partie de mon travail. Et quand ils sont là, je travaille et je vis plus, on va dire. Mais on s'y fait. Ce mois d'août, il est terrible pour tout le monde. Hein. Il est bien parce qu'il nous fait vivre. Hein. Nous, on va pas. Mais bon, c'est compliqué que tout soit misé sur un mois comme ça. Tous les Français ont les vacances en même temps. Il y a eu de gros progrès de fait. Hein. Puisqu'on est passé il y a 20 ou 30 ans à... ça choquait personne à l'époque les déchets partaient à la mer. Hein, à maintenant un tri sélectif vraiment pointu, on va dire, avec des organisations pour l'évacuation des déchets. Et après, il y a la problématique des déchets ménagers non triés qui doivent être évacués en hélicoptère. Quand le tri a été mis en place, il y avait 5 voyages d'hélicoptère par an. Et maintenant on en est à entre 2 et 3. Donc il y a quand même du progrès là-dessus. Alors est-ce qu'on est en mesure de les accepter? En tout cas on n'a pas de moyen de les refuser et on est organisé pour, parce qu'on les accueille dans des bonnes conditions quand vraiment le jour où il y a 2000 personnes, vu que le site est petit, voilà. On fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que on a moins de temps, quoi. On a moins de temps pour eux. Bon, après, je sais pas si ce tourisme-là, il a vraiment besoin de nous. Hein. Non, mais c'est vrai, il y a des gens des fois qui arrivent ici, ils savent même pas où ils sont. Ouais. On est où? Comment ça, t'es où? Ah ouais. Ah ouais. Ils savent même plus en fait la richesse de là où ils sont. On n'est que 7 restos, du coup. Il n'y a pas de place des fois pour tout le monde. Je fais des pizzas le soir, mais moi je peux pas en faire 200 des pizzas le soir. On a un petit four à bois, on est 2 pecnos, enfin tu vois. À un moment je dis stop aux gens, parce qu'en fait je ne peux plus, je n'ai plus les moyens en fait je suis pas Pizza Hut quoi. À tout casser, je peux faire manger 50 personnes le midi, à tout casser. Bien vu la taille qui fait le village, il y a une plage de 200 mètres et il y a 12 maisons dans le village quoi. Je pense que c'est à préserver ces endroits-là quoi. Faut faire attention quoi, c'est des petits villages. On ne peut pas parler uniquement de Tirelat, mais du site UNESCO. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment le sujet où on sent qu'il va se passer quelque chose.
Il doit y avoir des mesures, on sait pas lesquelles. Dans un site comme ça, la fréquentation est anarchique. Au bout d'un moment, il faut passer à l'acte et qu'elle soit organisée. Pour diminuer ou du moins réguler la fréquentation et le type de fréquentation. Il faut trouver un consensus pour le bien de tous, quoi. Pour le bien de l'environnement et pour le bien de ceux qui travaillent sur zone, quoi. Franchement, dans 10 ans, je pense que c'est court pour qu'il y ait eu un changement, un gros changement. On est dans la consommation, quoi, même de vacances. Hein. On veut le marquer sur notre agenda de vacances. On a été, allez, on coche, on a fait du roller. Je pense que c'est une histoire de société, hein, globale, je pense. Hein. C'est pas que la Corse. Dans la baie d'Alongue, là, ils disent que c'est une catastrophe, quoi. Ils ont des femmes qui ont des radeaux et qui ramassent les poubelles que les gens jettent par-dessus bord. Ah oui. C'est-à-dire que c'est des nouveaux métiers à cause du tourisme. Je pense que le monde entier déborde de tourisme irréfléchi, quoi. Passer par les sentiers cachés, à la limite manger les spécialités des endroits où on va et marcher, découvrir. Bon, ce soir, pour le repas local, on peut mieux faire, parce qu'on part sur un barbecue d'aubergine qui n'est pas exactement une recette corse. Heureusement, on a quelques sacs à vomir escapés de la traversée qui vont nous permettre d'allumer le feu. Les experts du barbecue végétal. La dernière fois qu'on a essayé ça, c'était pas très cool. Peut-être qu'il faudrait mettre de l'huile avant. Je pense qu'il faudrait le faire mariner. Malgré l'état alarmant du tourisme ici à Girolate, on garde espoir de trouver des alternatives plus loin dans notre voyage. Une journée de navigation plus tard, on arrive à la Parate. C'est ici, en face des îles Sanguinaires, que nous allons découvrir le mouillage et l'atmosphère la plus étrange du voyage. Il y a eu ce coucher de soleil au mouillage de la Parate là, qui était un peu... C'est avec cette ambiance étrange, et t'avais le soleil qui se couchait, il y avait le feu d'artifice et il y avait un orage en même temps. C'était un peu tout mélangé. Il y avait ces éclairs, de toutes les 12 éclairs par seconde là. Et quelques heures après, je me suis réveillé tout seul et en fait l'eau était hyper calme. Et c'était un peu en contraste. Il y a des moments au mouillage comme ça où t'as l'impression que le temps il s'arrête un peu. D'avoir accès à un espace un peu inconnu, voilà, qui paraît un peu sauvage aussi, parce que t'as pas forcément beaucoup de monde qui peut y accéder. Ça, c'est quand même... tu te sens privilégié. Le tourisme actuel regroupe tout le monde dans quelques endroits au décor de cartes postales. Pourtant, le monde est vaste et on peut facilement trouver d'autres lieux tout aussi intéressants en créant son propre chemin. Voyager, c'est créer sa propre expérience en dehors des sentiers battus.